Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes en direct et nous recevons ce dimanche un jeune. Fred Kouenou sera en plateau avec nous, jeune en politique mais déjà vieux dans la pratique. En effet, notre invité de ce matin totalise 10 années d'engagement politique et c'est un peu pour retracer cette aventure de Mathieu Kérékou à Boniaï qu'il est sur ce plateau. Fred Kouenou, bonjour. Bonjour. Alors je le disais tantôt, 10 ans de politique, mais pas 10 années constantes. Je dirais même que c'est une décennie d'inconstance et d'errance que vous affichez, puisque vous pataugez d'une mare à l'autre, d'un mouvement à une alliance, et flirtez aussi avec autant d'hommes politiques que d'hommes de pouvoir. Alors le FPR arriverait avec le FPR. Arriverez-vous à vous fixer cette fois-ci avec l'AND? Êtes-vous toujours dedans ou dehors? Quelles leçons pour la jeunesse? Comment aborder maintenant les élections à venir? Et veut-on toujours de vous au FCBE? Question-réponse. On démarre tout de suite avec mon confrère et collègue Landry Saladon. Bonjour. Fred Kouenou, bonjour. Bonjour Landry. Jean-Eudes a planté le décor. Vous aurez au cours des prochaines minutes à peut-être extirper de l'idée de certains Béninois qui estiment que votre parcours est donc alambiqué. Vous aurez donc à leur apporter la vérité. Alors, vos premières armes, vous les avez donc faites avec Mathieu Kérékou. Comment ça a débuté? Merci de me recevoir sur votre plateau. Jean-Eudes a su bien planter les décors comme la plupart de nos compatriotes qui n'ont pas toujours les capacités nécessaires pour apprécier les actes et actions politiques. Donc, pour répondre à votre question, ça a démarré en 2005, c'est vrai, en février 2005, sur le terrain de sport de handball de l'université d'Abomey-Calavi, où avec quelques camarades, nous avons, parce que déjà à l'époque, nous avions un regard assez critique sur la situation politique de notre pays, sur le rôle des différents acteurs politiques. Nous avons une génération qui était très très engagée en notre temps, en 2005, et donc nous avons décidé de nous constituer et puis nous sommes mis ensemble avec nos jeunes frères de certains collèges et lycées du Bénin pour créer le mouvement d'appui à la mobilisation estudiantine et scolaire. Nous avons commencé par donner de la voix d'abord dans le domaine universitaire, sur les universités et dans nos lycées et collèges, à mobiliser les jeunes pour que nous puissions prendre conscience du rôle éminemment important de la jeunesse et surtout du rôle que la jeunesse devait jouer, parce que en 2005, nous étions à moins d'un an des élections présidentielles qui arrivaient, Kérékou devait quitter le pouvoir et donc il était important que nous jeunes, nous puissions nous organiser et avoir notre mot à donner. Ce ne fut qu'en juin 2005, à la faveur d'une audience que nous avions demandée au président de la République, le président Kérékou, que nous avions été reçus. Et c'est peut-être à cette occasion que le mouvement a été porté sous les feux de la rampe. Voilà. Vous dites que vous portiez un regard déjà dans les années 2000-2004 sur ce qui se faisait au sein de l'arène politique. Vous avez parlé également tout à l'heure de vos actions, d'une prise de conscience, mais quels étaient les constats faits à l'époque? Les constats faits, c'était la situation globale des jeunes. Et la situation des jeunes ne pouvait être dissociée de la situation économique, politique et sociale de notre pays. Et lorsqu'on a eu la chance d'étudier un peu, d'étudier l'histoire de notre pays, d'observer ce qui se fait, on ne peut que s'émouvoir, on ne peut que vouloir s'organiser pour que les choses aillent autrement. Et donc, la situation des jeunes de l'époque, et encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, n'est que la résultante, n'est que, disons, la conséquence de l'inconséquence politique et sociale qu'il y avait à l'époque. Alors, pour qui voudrait apporter sa pierre au règlement pour trouver une solution à la situation des jeunes, ne pouvait que s'attaquer à la politique. Alors, Fred, je ne vous arrête pas en disant que la situation des jeunes n'a pas changé depuis Kérékou. Le régime en place ne serait pas d'accord avec vous, avec tout cet arsenal de mesures que nous voyons. Est-ce que vous avez raison aujourd'hui de dire que la situation des jeunes n'a pas changé depuis 2005? Vous n'avez pas compris. Quand je dis la situation des jeunes n'a pas changé, c'est que la situation de la jeunesse est toujours sujette à la situation politique de notre pays. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc, soyez plus précis. Alors qu'il y a eu quand même quelques avancées. Non, vous ne m'avez pas encore demandé de faire le bilan du régime en place. Donc je ne suis pas encore dans cette logique. Vous m'avez transplanté rapidement de 2005 à 2015. Je suis encore dans la logique de 2005. Donc en 2005, bon voilà, c'était ce qui nous avait poussé à nous engager. Et nous avions compris très tôt
parce que c'était le président Kérékou qui était au pouvoir. Et donc pour avoir étudié un peu l'histoire et le parcours politique de l'homme depuis la révolution de 1972 jusqu'à son départ du pouvoir en 90 et en 96, on avait compris que c'était l'homme idéal, le monsieur qui pouvait nous écouter et comprendre les aspirations qui étaient les nôtres, parce que ces aspirations n'étaient pas tellement différentes des aspirations qui animaient ces jeunes qu'il a connus en 1972, qui parlaient d'un Bénin nouveau, d'un Bénin où il ferait bon vivre pour les jeunes et pour les couches les plus vulnérables. C'était ce qui nous a poussé à chercher à rencontrer le président Kérékou. Nous avons pu le rencontrer, nous avons échangé avec lui, et moi personnellement j'ai beaucoup appris de lui. Je pense que cette rencontre aura façonné à jamais l'homme que je suis devenu. J'aurais pu entrer en politique comme la plupart de quelques jeunes, le temps d'une élection, comme la plupart des jeunes, le temps d'une élection présidentielle, et me retirer après. Mais j'y suis resté parce que au contact du monsieur, j'ai appris des valeurs, j'ai appris des choses, j'ai réussi à comprendre quelle était la philosophie de l'homme de 72 à 90 et la philosophie de l'homme qu'il était devenu. Je crois que ça n'a pas beaucoup varié, seulement que les acteurs en présence autour de lui ou dans la classe politique n'étaient plus les mêmes et n'avaient plus les mêmes convictions. Alors je me suis dit, il fallait porter toujours cette conviction, c'est que en réalité, la politique, comme le président Kérékou me l'a souvent défini, me disait, la politique ce n'est pas le bawada stérile, mais c'est l'organisation des actions sociales, économiques et culturelles en direction des couches les plus fragiles, les plus vulnérables de notre pays. Et j'avais compris que parmi ces couches, il y avait bien évidemment les jeunes. Donc si on veut régler le problème de la jeunesse, il faut forcément influencer sur la politique. Est-ce que, entre griffes, vous serez en train de dire que votre modèle en politique serait Mathieu Kérékou, ou alors que vous êtes un enfant de Mathieu Kérékou, entre griffes? Mon modèle reste, Mathieu Kérékou reste demain un modèle pour moi. Vous revendiquez son héritage entier politique? Non, je n'oserais pas le dire. Il y a aussi des enfants qui sont en politique. Je ne vais pas rentrer en conflit avec ces enfants. Je ne revendique pas son héritage politique, mais je pense que c'est un modèle. Il a pu m'influencer, il a pu faire de moi l'homme que je suis. Oh, dites-vous, il n'a pas eu qu'une seule audience entre le président Kérékou et nous, il y en a eu plusieurs. Et je me rappelle, en 2005, on pouvait m'appeler chaque jeudi ou chaque vendredi matin et me demander spontanément de venir à la présidence. Et j'ai rencontré le président quand il avait du temps. Et figurez-vous, on échangeait juste sur la situation politique de la sous-région, du Bénin et sur les acteurs politiques en présence. J'ai eu à l'époque l'opportunité de rencontrer plusieurs de nos acteurs politiques aujourd'hui, soit parce que le président Kérékou me l'a demandé et m'a envoyé vers ces acteurs politiques, et donc moi j'ai eu vraiment la chance d'échanger avec eux, de discuter avec certains d'entre eux. Et puis bon, parce qu'à l'époque tout le monde se disait, je suis le dauphin, et il fallait alors que le président Kérékou, pour s'amuser, dit, bon, tu m'aideras à définir le dauphin, tu iras les rencontrer tous, ceux qui veulent bien te recevoir, et ensemble tu viendras me dire ceux qui ont l'étoffe. Bon, voilà, donc c'était une période très instructive, parce qu'en même temps, ça m'a permis d'avoir un regard sur l'éventail d'hommes politiques que nous avions, sur quelles étaient leurs convictions, leurs aspirations. J'en ai rencontré assez, j'en ai rencontré vraiment assez, et j'ai beaucoup appris du président Kérékou, ça m'a façonné, voilà. Alors, Fadron, vous avez beaucoup appris du président Kérékou, vous avez tiré assez de valeur, dites-vous, mais vous êtes également, j'allais dire, sollicité pour une œuvre que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas forcément appréciée, la révision de la Constitution en son temps. Vous étiez aux manœuvres, on se rappelle de cette tournée que vous effectuez dans la plupart des régions pour inviter à la révision de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le courage de regarder droit dans vous regrettez ce acte que vous avez posé, j'allais dire? Non, aucunement. Si c'était à le refaire, et d'abord c'est le sens de mon combat politique depuis 10 ans. Inciter à réviser la Constitution? Oui, parce que réviser la Constitution, à mon humble avis, c'est pas un crime, c'est pas un péché. Je n'en ferai aucune règle, puisque la Constitution elle-même a prévu sa révision et dans certaines modalités. Vous savez, je veux replacer les choses dans leur contexte. La révision de la Constitution telle que nous l'avons présentée était différente de ce que certains se disaient. Oui. À l'époque, nous étions deux à avoir de la révision de la Constitution. Mais ce que vous ne saviez pas, je fus le premier à qui le président Kérékou a dit dans une audience et devant certains jeunes de l'époque, nous n'allons pas réviser la Constitution. Il faut donner le bon exemple. Dans la sous-région, les uns et les autres révisent la Constitution. Nous ne le ferons pas. Parce que nous avons conscience
de ce que ça ne sera pas utile, nous n'allons régler aucun problème, parce que nous sommes obligés de diriger avec les autres. Et à l'époque, il me disait, nous avons fait des erreurs, peut-être les gens disent que nous avons fait des erreurs, mais vous, jeunes, quand votre tour viendra, parce que vous les connaissez aujourd'hui, vous ne ferez plus ces erreurs. Mais pourquoi nous on disait qu'il fallait réviser la Constitution? Parce que c'était évident pour nous que le problème du Bénin résidait dans cette Constitution-là que nous avions adoptée en 1990. Vous ne pourrez comprendre si vous ne faites un retour dans l'histoire. De 72 à 90, nous avons tenté la révolution en disant il faut changer les habitudes, il faut une véritable indépendance, il faut aller vers le développement du pays, il faut compter sur nos propres forces. Pourquoi? Parce que la classe politique d'avant 72 était une classe politique qui s'affrontait tout le temps. Tout le temps on rebellait les gens, le pouvoir était arraché à chaque instant, les gens ne s'entendaient pas, c'était pratiquement, le pays était au bord de l'éclatement. Mais lorsque en 90, il y a eu la conférence des forces de la nation de février 1990 et que la plupart des acteurs politiques d'aujourd'hui, qui étaient plus ou moins jeunes à l'époque, ou qui étaient plus ou moins les héritiers politiques de ces anciens qui étaient là avant 72, Maga, Akpiti, Aromandeglé, quand ils étaient revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait en 90? C'est là le nœud. Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui sans savoir que nous avons échoué depuis 1990. Non, je suis désolé. En 90, la constitution béninoise a réglé le problème de la liquidation de la révolution, mais elle n'a pas édifié pour l'avenir. Elle n'a pas prévu que les jeunes de l'époque, qui comme moi avaient 5 ans, 7 ans, 15 ans et 20 ans, aujourd'hui, 25 années après, devront être en mesure de prendre leur destin en main. Les gens ont juste légiféré pour leur temps. Ils ont profité pour régler le problème des révolutionnaires. Ils ont profité parce qu'ils voulaient aussi venir aux affaires pour régler le problème de leurs aînés, dont ils étaient pourtant héritiers, en plaçant des bas et en disant mais on y va. Le prochain Albert Théveul dirait non, attendez, le prochain Albert Théveul à l'époque pouvait dire nous avons vaincu la fatalité. Aujourd'hui, 25 ans après, nous sommes dans la médiocrité. 25 années après, faisons le bilan. Quel problème la Constitution a réglé? À part celui des libertés civiques, des libertés individuelles, d'association, quel problème? Nous perdons encore du temps à accéder à la croissance économique à 2 chiffres, en dépit des efforts des différents gouvernements qui sont succédés. En 2005, qu'est-ce que vous proposiez à l'époque? Quelles étaient les réformes contenues ou alors quelles étaient les valeurs que vous défendiez à l'époque quand vous parliez de la révision de la Constitution? Les réformes que nous avions pensé qu'on pouvait y mettre, si toute la classe politique acceptait et s'asseyait, c'était d'abord qu'il fallait revoir fondamentalement les options qui étaient ce que nous voulons faire, ou bien il fallait redéfinir dans cette constitution ce qu'on pouvait entendre par démocratie libérale, multipartisme intégral et libéralisme économique. Parce que, quelles étaient les conséquences? Au nom, est-ce que vous saviez, et si je ne savais pas, je vous le dis, c'est une analyse, elle peut être controversée. Là n'est pas le problème. Mais je pense fondamentalement que le problème du développement de notre pays réside dans ces 2 options. Le multipartisme intégral aujourd'hui à Adaz nous a donné plus de 200 partis politiques. Et vous voyez nos amis politiques, c'est eux qui occupent toutes les institutions du pays systématiquement. Comment gèrent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Surtout, j'incrimine ceux qui ont pris la relève à partir de 1991 à la tête de la plupart de nos institutions. Ils sont encore là, ils ne sont pas partis, ils veulent encore revenir. Ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait pour que nous en soyons là? S'ils avaient travaillé pour le développement économique, aujourd'hui nous avons encore une économie purement fiscale. Nous ne produisons rien. En même temps, on parle de lutte contre le chômage des jeunes. Mais comment peut-on lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté dans un pays où on ne produit pas? Mais l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables, pas forcément par la production, mais personne n'en parle, parce que la richesse nationale est forcément tributaire d'une certaine production, parce que notre économie fiscale, les impôts qu'on engrange par-ci par-là, pour construire des routes, des hôpitaux et des écoles, mais les gens profitent pour que une bonne partie rentre dans la poche de nos dirigeants. Et ils ne sont pas plus de 500, ils sont là depuis 2005, ils sont là depuis 90, depuis 25 ans. Si on n'a pas compris que la difficulté de notre pays réside là, et que
je le dis aujourd'hui, après 10 ans d'engagement politique, dans 20 ans, dans 30 ans, si le Tout-Puissant me prête vie que je suis encore là, on fera le bilan. Tant qu'on ne touche pas ça, tant qu'on ne redéfinit pas ça, aucun développement n'est possible. Un chef d'État viendra, il sera applaudi au début par le peuple, il fera ses efforts, il construira des routes, des hôpitaux, il aura de belles initiatives, mais vers la fin, il sera toujours désavoué et on se sera un éternel. C'est vrai que ce n'est pas le plat de résistance de cette émission, la réunion de la Constitution, mais ce que vous êtes en train de dire m'amène à évoluer rapidement dans cette émission, à soulever certains points, et à aller à la déclaration hier de la déclaration politique de FCBE hier au stade de l'amitié. Il a été clairement dit que les FCBE vont soutenir la révision de la Constitution. Le matin, lors du congrès, le président du comité d'organisation, le ministre Komi Kouché, parlait à nouveau de l'imprescriptibilité des crimes économiques, de la création de la Cour des comptes, de l'industrialisation de la Sénat, des choses qui allaient permettre le développement économique du pays. Vous semblez dire la même chose, est-ce à dire que vous êtes aussi pour cette révision qui a été annoncée à nouveau hier? Ah non, moi depuis le début, j'ai toujours été pour la révision de la Constitution. Tel que voulu aujourd'hui par les FCBE. Ça n'a jamais changé. Moi, je suis prêt à aller un peu plus loin qu'eux, parce que je pense que oui, c'est déjà un début, l'imprescriptibilité des crimes économiques. Ça nous permet au moins de lutter contre la corruption galopante dans notre pays et d'avoir des ressources pour aider ces milliers de jeunes qui interrogent l'horizon avec angoisse et se demandent de quoi demain sera fait. Je suis d'accord, c'est un début, mais je dis, tant qu'on ne pousse pas le débat plus loin, parce qu'on ne peut pas fuir le débat tout le temps. Ce n'est pas les jeunes qui fuient ce débat, ce sont nos aînés politiques. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à travers cette révision, ils voient que beaucoup d'entre eux vont au garage. C'est systématique. Le jeu va devenir plus clair et les jeunes vont beaucoup plus s'engager pour prendre leur destin en main. Ils veulent parler. Mais est-ce que les jeunes comprennent? Moi, je suis révisionniste convaincu. Nous sommes à pratiquement moins d'un an de la fin du mandat actuel, du dernier mandat du chef de l'État. Quelle est l'urgence selon vous? Ah ben écoutez, quand vous élisez un président de la République pour 10 ans, vous ne dites pas que travaille pour 1 an et que après bon tu laisses travailler pour 9 ans et puis les 1 an, les 12 mois qui te restent, laisse ça pour celui qui vient. Donc le président de la République, mon humble avis, a été élu en 2011, vous avez participé à cette élection, à son élection en 2011, sur un projet de société qui disait qu'il allait réviser la Constitution. Depuis le début, depuis qu'il est venu, on en parlait tout le temps. On revient en arrière, les gens lui mettent les bâtons dans les roues, on dit on ne lui fait pas confiance, on n'a pas foi en lui et nous en sommes là. Ben, que voulez-vous? Alors, vous ramenez pratiquement le développement du Bénin à la révision de la Constitution. Est-ce que c'est effectif? Nous savons que ceux qui apportent de la richesse dans le pays, ce sont les gens qui produisent. Vous savez, l'informel occupe également une grande place. Qu'est-ce que la révision de la Constitution a à voir avec la bonne dame qui vend à Dantopa et qui enrichit notre économie? Est-ce que... Mon cher, mais quelle est la part de l'informel? La plupart des ressources de notre nation, ce que vous et moi, ce à quoi vous et moi nous contribuons par nos impôts et autres taxes que nous payons dans le pays, sont gérés par des acteurs politiques ou bien des cadres de l'administration qui fonctionnent sur la base d'un système établi et régi par notre Constitution. Et vous estimez, mais pourquoi? C'est à peine 20% ce que chaque Béninois, la contribution de chaque Béninois, et ce que nous contribuons, et ce à quoi nous contribuons tous ensemble, comment on le gère? Comment on gère les différents secteurs vitaux de notre économie qui aujourd'hui, quand on nous dit que à cause de notre constitution, l'État ne peut plus créer de l'emploi et que c'est les opérateurs économiques qui créent l'emploi. Je dis, mon Dieu, c'est quelle aberration ça, c'est pas possible. C'est une aberration. Pourquoi un pays sous-développé comme le nôtre, qui n'a pas de ressources minières, qui n'a pas de colonies comme notre mère colonisatrice, la France, qui peut de temps en temps puiser ses ressources de ses anciennes colonies, en griffe indépendante bien sûr, qu'on campe sur ce modèle, c'est dangereux. Et depuis, oui, les opérateurs économiques, ils font ce qu'ils peuvent, mais comment ils y arrivent? Vous n'avez jamais vu, quand les jeunes disent qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays, vous les avez jamais vu aller taper à la porte des grands opérateurs économiques que nous avons dans le pays? Pourtant, ensemble, nous nous sommes mis d'accord que le libéralisme économique, c'est les opérateurs économiques qui doivent créer la richesse. Un État sérieux qui veut aller au développement dans un pays comme le nôtre, je ne pense pas qu'il puisse se casser sur ce modèle.
Je pense que le modèle qui nous convient reste encore le modèle des pays qui, comme nous, ont été opprimés, ont été colonisés et qui ont pu s'en sortir. Je vous donne l'exemple de la Chine, elle est tout à côté. Elle ne s'est jamais empêchée, elle ne s'est jamais embarrassée de créer, l'État ne s'est jamais embarrassé là-bas de créer des entreprises. Mais vous voulez régler la question de l'emploi des jeunes et vous dites que l'État ne peut plus créer. Mais c'est dangereux. Et depuis 25 ans, nous sommes dedans. Mais ça règle quel problème? Alors, aucun problème. Parfois, je voudrais que nous fassions un peu de la lumière sur votre position. En 2005, lorsque vous souteniez le projet de révision de la Constitution, c'était pour permettre à Mathieu Kérékou de revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que ce n'étaient pas les raisons qui sous-tendaient votre position? Parce que c'est clair dans la tête des Béninois que c'était votre objectif principal. Je me suis toujours défendu parce que si on avait révisé la Constitution en 2005, oui, ça aurait pu permettre à Mathieu Kérékou de se représenter, forcément. Et vous serez peut-être aux affaires. Non, je pose une question. Se représenter aux élections ne veut pas dire gagner les élections. On a vu à côté le Sénégal tout près. Le président Ouad a révisé la Constitution pour se représenter. Et le peuple s'est prononcé. Il a perdu les élections, il s'en est allé, simplement. Mais je vous pose une question. Je vous pose une question. Oui, je vous pose une question. Moi, je suis jeune, j'ai moins de 40 ans. Je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Vous comprenez que quand je parle de révision de la Constitution, et que cette révision doit conduire au bonheur de 70% de cette population béninoise, qu'est la jeunesse, et que parallèlement il peut y avoir pour corollaire ou pour conséquence que le président qui est là soit candidat. Vous voulez que je me préoccupe de ça? Je laisse les choses à nos acteurs, pour nos aînés politiques, qui, parce qu'ils savent que aussi longtemps que tel président en exercice sera candidat, eux ils ne pourront pas gagner, je leur laisse le point de faire ce combat. Je ne regarde pas cet aspect. En clair, vous êtes en train de dire que vous voulez réviser une constitution, mais que vous la violez d'abord avant de penser à sa révision. Non, je dis si la révision de cette constitution de se présenter, c'est permettre à un président, ce qui n'est pas prévu, c'est 2 mandats. Quand vous dites ce qui n'est pas prévu, du moment où la Constitution, elle s'en va être révisée ou elle est révisée, et qu'elle ouvre cette fenêtre, pourquoi vous dites que ce n'est plus prévu? Mais c'est pas prévu avant que vous puissiez. Ça dit, qu'est-ce qui n'est pas prévu? Ça dit 2 mandats, et puis c'est tout un mandat. Au terme de quelle constitution? De celle de 1990. C'est ce que je dis. Mais du moment où nous rentrons dans la phase de révision, ou bien du moment où nous révisons cette constitution, pourquoi vous parlez encore de violation de cette constitution? Soit dit en passant, je crois que maintenant, les choses sont devenues plus claires. Mais je parle de l'époque. Mais à l'époque, si réviser cette constitution, mais entre réviser une constitution, réviser ses options, en touchant les options, en disant non. Qu'est-ce que vous appelez les options fondamentales? Je parle du mandat et puis... pour la classe politique, les options fondamentales, c'est le mandat et l'âge. Mais c'est une bonne guerre. C'est une guerre politique, ça, je ne suis pas dedans. Pour moi, les options fondamentales, c'est les deux là. Libéralisme économique et multipartisme intégral, c'est ça qui a plombé le pays. Mais la classe politique ne voit pas ça, hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est terrible, ce qui les intéresse, je donne tout le monde les 2 options. Mais comme vous citez, ne figure justement pas par la Constitution, parce que les options citées effectivement par la Constitution, ce n'est pas ce que vous citez ce matin, ce n'est ni le libéralisme, ni le multipartisme intégral. Le multipartisme dont vous parlez, les options dont parle la Constitution, même il s'agit du mandat, également de la limite d'âge, également de l'intégralité du territoire national. Non, c'est ce que vous dites, options fondamentales. Oui. C'est ce que vous appelez les options fondamentales. Que la Constitution elle-même a cité. Je dis, je ne m'intéresse pas à ces options fondamentales dont vous parlez. Je ne demande pas qu'on révise ces options fondamentales. Je demande qu'on s'asseye pour revoir les 2 options politiques et économiques de notre Constitution. Mais vous me dites, si en voulant toucher à ça, ça touche les options fondamentales, qu'est-ce que je fais? Et moi je vous dis, est-ce parce que quelques-uns dans le pays rêvent toujours de devenir président de la République à la place de celui qui est là, au moment où on parle de révision de la Constitution, qu'ils doivent plomber plus de 70% dans l'ornière? Vous savez, 90% de notre peuple vit dans des conditions extrêmement marginales et vulnérables. Mais depuis 25 ans, depuis 25 ans, dites-moi, vous êtes journaliste, éminent journaliste, et vous êtes jeune, vous faites la fierté de la jeunesse. Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi concrètement.
Vous ne voyez, tous les gouvernements qui sont succédés ont fait des efforts. Qu'est-ce qui a changé? Il y a certains jeunes quand même qui s'en sortent aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas... Qui s'en sortent comment? Vous n'allez pas dire que le gouvernement, par exemple... vous me ramenez toujours au gouvernement. Non, je parle de... Je suis toujours en 2005. Vous me ramenez déjà en 2015. Si vous m'amenez en 2015, si vous me demandez de dire ce que je pense des actions du président de la République en direction des couches les plus vulnérables, je dis que c'est encore extraordinaire. Parce que quand vous le voyez, depuis que nous avions traversé le cap de 1990, il est le premier qui, je loue la volonté. Je dis, dans la mise en œuvre, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des échecs, c'est humain. Mais la volonté de vouloir mettre au service des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les jeunes, les femmes, les paysans, les artisans et les fonctionnaires salariés, une grande partie de la richesse nationale, par différentes mesures. Mais la véritable démocratie, c'est ça. Les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que, oui, une des options de la démocratie, la vitalité de la démocratie, c'est l'organisation des élections de manière régulière et de manière périodique. Je suis d'accord. Mais ça, c'est pour les acteurs politiques. Parce que c'est ça qui permet le jeu de chaise musicale où on se change à tour de rôle pour venir au pouvoir. Gage aussi de la stabilité de l'État. Je suis d'accord. Mais le gage le plus important de la stabilité d'un État, c'est la manière dont les ressources du pays sont redistribuées. Et dans notre cas, 90% des Béninois vivent sous le seuil de la difficulté, de la marginalisation et de la vulnérabilité. Alors, Frère Frenon, nous recevons déjà beaucoup de questions de nos téléspectateurs. On va justement voir quelques-unes de ces questions. Mais avant cela, pour rapidement vider le sujet sur la révision de la Constitution, vous défendez ce matin la révision de la Constitution. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Vous défendez ce matin. Vous me demandez. Je ne défends pas ce matin la question. Et puis vous me demandez, je tiens à corriger, vous me demandez qu'est-ce qui justifie mon combat d'il y a 10 ans. Et je vous explique, je ne défends pas encore la révision de la Constitution. D'accord. Frère Frenon, mais tel qu'à vous entendre aujourd'hui, c'est que vous êtes pratiquement dans la même logique que les FCBE qui veulent d'une révision de la Constitution. Ça va forcément prendre encore certainement dans quelques mois. D'accord. Mais est-ce que c'est comme ça que cela doit se passer? Est-ce qu'il revient au parti qui porte le chef de l'État de décider d'une révision de la Constitution sans prendre en compte les appréciations ou les suggestions de l'autre partie de la classe politique? Ah non, mais est-ce qu'ils ont décrété ça? Ils n'ont pas décrété. Ça a été dit hier au cours de la déclaration politique. Ils ont dit, comme leur déclaration politique, leur ambition politique, c'est de réviser la Constitution parce que ça faisait partie du projet de société de leur candidat que le peuple béninois a porté en 2011. Bon, ils en ont parlé. Mais quitte aux autres aussi de monter le tonnerre, de dire ce qu'ils en pensent, et le débat sera fait, le peuple va arbitrer. Ils n'ont pas décrété la révision, ils n'ont pas dit aujourd'hui le bénéfice de tout là. Non, pas du tout. Et donc moi je pense que il faut avoir une vision quand on est en politique. C'est comme moi, je la traîne depuis 10 ans. Je suis convaincu, intimement convaincu, que l'amélioration des conditions de vie de notre peuple et l'émancipation des jeunes passe nécessairement par une nouvelle réorientation de la vie politique. Alors, vous savez, la question de la révision de la Constitution, c'est une question sensible. J'ai envie d'ailleurs parler de votre parcours alambiqué. Nous voudrons bien que vous clarifiez exactement votre position avant de sortir. Est-ce que vous avez dit que vous êtes pour la révision de la Constitution? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on touche et l'âge et le nombre de mandats? Et l'âge et le nombre de mandats. Non. Et pourquoi vous avez traîné avant de répondre? Vous n'êtes pas rassuré de votre réponse vous-même? Non. J'ai traîné parce que je n'ai pas voulu ouvrir notre débat. Parce que nos compatriotes ne comprendraient certainement pas. Ils sont fermés dans des boîtes. Et moi, je ne suis pas dans les boîtes. Moi, je suis au-delà de ces boîtes. Moi, je ne suis pas dans les théories gauche-droite. Révision ou contre-révision. Vous savez, les questions. Révision de la Constitution, révisez pas, partira-t-il, partira-t-il pas. C'est pas le problème du véritable peuple. Le peuple veut le pain, le peuple veut la paix. Les ennemis politiques, c'est eux qui nous malmènent. Et donc, si j'ai hésité avant de répondre à votre question, c'était pour me demander, Fred, est-ce que tu es prêt encore
à aller une fois jusqu'au bout de tes idées, j'ai préféré vous dire non. Frère, vous avez lié tout à l'heure la révision de la Constitution au développement économique du pays. Beaucoup estiment qu'au temps du président Soglo, on n'a pas révisé la Constitution et pourtant, à cette époque, le Bénin affichait un taux de croissance meilleur au taux qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont qu'à nous dire le taux, c'est facile de dire meilleur. Que celui qui a dit ça n'a qu'à vous dire quel était le taux de croissance. Mais si c'était ça, pourquoi ils l'ont fait partie alors? Si c'était ça, si c'était que ça, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait partie? Ils n'ont qu'à demander à leurs aînés, puis c'est eux qui l'ont fait partie, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas voté en 96, je n'avais pas l'âge. Il faut demander qu'ils nous disent le taux de croissance. Aujourd'hui, nous sommes à 100, et quelques. Il vous suit, il va certainement apporter la réponse. Bon, qu'il l'envoie et puis on pourra faire le débat. Sinon, bon, les gens disent n'importe quoi, hein, vous savez. Alors, nous allons quitter rapidement ce tableau. Depuis pratiquement 2005, vous étiez en politique. Vous avez parlé un peu de votre combat, de votre engagement également, de différentes actions qui ont été menées. Mais qu'est-ce que vous avez apporté concrètement à la jeunesse? Ah oui, vous savez, comme je l'ai dit à mes camarades la dernière fois, une carrière politique ne se mesure pas par rapport au poste politique qu'on a occupé pour se faire une fortune. Ça se mesure par rapport aux idées qu'on a laissées, aux arguments qu'on a apportés pour défendre ces idées. Et depuis 10 ans, je n'ai fait que ça. Les postes politiques, c'est des opportunités que nous avions d'apporter un plus de façon matérielle dans la vie de nos compatriotes. Je n'en ai pas occupé. Pas du tout. De 2005 à aujourd'hui, je n'ai été nommé qu'à partir de août 2013, ça fait à peine un an et quelques, et je ne suis pas nommé à un poste où je suis visible, où je peux influencer sur le sort des jeunes. Je m'occupe de tout. On n'a pas besoin d'être à un poste de responsabilité pour influencer sur le sort des jeunes. Ce que vous faites là déjà ce matin, assis là, quelqu'un d'autre autre que Fred Ouinou peut s'asseoir là et parler, influencer également les décisions. Et donc vous estimez que je n'influence pas les décisions? Allez-y, expliquez. Vous me demandez quoi? Vous me demandez ce que j'ai fait à titre personnel? Je ne vais pas me mettre à citer ici ce que je fais à titre personnel. Ce serait prétentieux, ce serait orgueilleux. Pas de l'intérêt général ici. Quand vous parlez de l'intérêt général, je vous dis, je n'ai pu influencer que par mes idées. Et c'est ce que je continue de faire tout le temps. Mais je me fais bien. Je me fais bien les différentes, je me fais bien toutes les initiatives que le président Boni Yayi a pu avoir depuis 2011. Je dis depuis 2011, je ne dis pas depuis 2006. Puisque je l'ai soutenu, ça voudrait dire que j'ai vu à travers lui l'homme qui pourrait apporter une solution à cette jeunesse à laquelle j'appartiens. Et je me rends compte de la difficulté qu'il y a. Oh, vous croyez que c'est pas facile, hein? Quand on est à la touche, on parle beaucoup, c'est pas facile de gérer le pouvoir d'État. Et donc je me rends compte de toutes les difficultés qu'il a, mais de sa volonté et de l'effort qu'il fait pour les jeunes. Je suis en même temps bien conscient de ce qu'il reste encore beaucoup d'autres jeunes qui sont à carreau. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas un homme qu'il faut incriminer, c'est pas un régime, c'est le système qui est mal ficelé. C'est le système qui ne permet jamais à la majorité de s'en sortir. C'est le système, c'est pas lui qui a mis ça en place. Il est en place depuis 25 ans. Owen dit le criminel n'est pas celui qui commet le crime. Changer le système et le crime cessera. Il faut qu'on change ce système-là. Ce système-là, c'est là. Celui qui viendra après lui, il va évoluer aussi dans ce système et on aura l'impression que c'est seulement une minorité qui s'en sort. Et la majorité, elle est là. Mais elle n'a pas compris. C'est normal. Je n'en veux pas aux jeunes qui s'en prennent parce qu'ils ont élu un chef d'État. Mais il faut qu'ils sachent que la tâche la plus difficile pour un président de la République, ce n'est pas de bien agir, mais c'est de savoir comment bien agir. Devant l'urgence des problèmes à régler, devant le gouffre dans lequel nous étions. Écoutez, c'est de cela dont il s'agit. Qu'est-ce que oui, je me fais bien toutes les initiatives du président à l'endroit des jeunes. Mais je ne suis pas non plus aveugle. Je constate que beaucoup de mes camarades jeunes sont encore à la traîne, qu'ils se posent des questions sur de quoi demain sera fait, et qu'en désespoir de cause, ils jettent la pierre au président,
en disant tu ne règles pas notre problème. Mais puisque vous parlez maintenant de ces initiatives depuis pratiquement 2011 et que tout à l'heure, il y a quelques, mettons 15 minutes, l'entrée vous posez la question, vous avez dit, quand vous avez amené maladroitement à faire le bilan de Boni Yayi concernant les mesures liées à la jeunesse et tout, faites-moi alors le bilan. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur tout ce qui a été fait, puisque vous avez dit au départ que rien n'avait changé? Je serais prétentieux de ma part de venir sur ce plateau et de faire le bilan du président de la République. Je ne suis pas conseiller technique à la jeunesse. Tous les plans, seulement, je ne suis pas conseiller technique à la jeunesse, je ne suis pas ministre de la jeunesse, je ne suis pas non plus directeur d'une structure de jeunesse. Il y a des gens plus compétents que moi pour le faire. Mais vous me posez la question sous un angle. Genre, qu'est-ce que mon soutien au président Boni Yayi a pu apporter aux jeunes? Ou qu'est-ce que j'ai pu apporter? Personnellement, je n'ai pas pu apporter grand chose à la masse générale. Mais je remarque et je me fais mienne les initiatives du président en direction des jeunes, parce que j'ai appelé les jeunes à voter pour le président. Et donc par conséquent, ce qu'il fait, je remarque. Mais je dis, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Est-ce qu'il aura le temps de le faire? Est-ce que, comment on appelle? Vous qu'il n'a pas eu assez de temps? Non. Je pense qu'il a eu régulièrement les 10 ans, mais je pense, quand je dis qu'est-ce qu'il aura le temps de le faire, est-ce que ses vis-à-vis lui facilite le travail? Ça dit, il y a un dicton qui dit qu'il va louer, mais dans sa monture, c'est pas aujourd'hui qu'il va se mettre à la tâche. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Non, mais il est à la tâche depuis 10 ans, vous voyez. Justement. Il est à la tâche depuis 10 ans. Je me rends compte que finalement, il partira et que beaucoup d'autres jeunes diront encore rien n'a été fait. Et je me rends compte que, et pourtant, des pas énormes ont été posés. Si tous ses prédécesseurs avaient pu avoir cette facilité de poser des pas, on comprendrait mieux. Mais parce que le développement, c'est pas l'affaire d'une décennie, c'est pas l'affaire d'un seul individu. Mais vous voyez aujourd'hui, des gens s'attaquent au président tout comme si eux, ils n'ont jamais été là. Tout comme si eux, en leur temps, ils étaient meilleurs. Mais c'est facile quand on est à la touche aujourd'hui. On a oublié qu'on a été mauvais joueur quand on était sur le terrain. Et bien on critique, on dit, vous savez, quand on est dans le feu de l'action, celui qui est dans le feu de l'action, il se trompe toujours. Et vous savez, il y a des spectateurs qui attendent des résultats. Et parce qu'ils n'ont pas les résultats, parce qu'ils sont nombreux. Et donc, qu'est-ce que les autres font? C'est facile, hein? Vous voyez, il fait pas bien, il fait pas bien. Mais c'est ça. Mais le président gère l'État. Quand il dit aux Béninois, bonne soirée chez vous et dormez en paix, il faut que les Béninois vraiment dorment en paix. Mais les autres, ils dirigent quoi à la rue? Ils n'ont pas de bilan. Quand vous parlez des autres, vous voulez parler exactement de qui? Je parle de la classe politique, je parle de l'opposition, je parle de ceux... Je parle de... Vous les avez vus depuis 25 ans. Vous parlez du FPR aussi? Oh, le FPR? Oui, votre mouvement. Non. Est-il dans l'opposition? D'accord. On aura le temps de clarifier. Alors, vous avez dit que vous avez beaucoup tiré de Mathieu Kérékou. Vous avez également contribué à l'élection de Boni Yayi. Si vous étiez donné de comparer les deux, qui est meilleur selon vous? Oh, je ne comparerai pas les deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dirigé dans deux concepts bien différents. C'est-à-dire, si je dois comparer les deux, et ça me plaît, je vois Mathieu Kérékou, je ne l'ai pas connu en 72, mais je vois l'homme de 72 à 90, je le vois un peu dans le Boni Yayi de 2006. À travers quoi? Oui. Son engagement, sa volonté de rompre avec certaines pratiques, sa volonté d'aller vers les couches les plus vulnérables. Mais je n'ai pas vu le président Kérékou dans cette forme à partir de son retour en 96. C'est très simple. Quelles sont les conditions de son retour? Qui sont ceux qui l'ont amené? Et quels sont les hommes et les femmes qui se trouvaient autour d'eux? Parce que le président Boni Yayi aujourd'hui, lui, il laisse ceux qui se disent élites politiques, cadres, les gros électeurs, quoi. C'est-à-dire ceux à qui il faut donner des milliards, ceux qui ont... qui considèrent les populations comme étant leur chose, comme étant leur fief, et personne ne rentre dedans sans eux, sinon ils vous vouent aux gémonies. Mais le président Boni Yayi les laisse et va directement vers les populations. Mais c'est une forme révolutionnaire, c'était ce qui s'est passé au temps de la révolution. Et ça a un prix à payer. C'est qu'il faudrait en même temps qu'il fasse ça, il faut que les autres réagissent, et c'est ça la réaction. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait est peint en noir, systématiquement. Et voilà pourquoi est-ce que ce sont nos populations qui ont conscience de ce que ces mesures, aussi petites qu'elles puissent
apparaître, apportent un plus à leur existence. Voilà pourquoi elles sont derrière le président Boni-Yayi. C'est de ça dont il s'agit. Ici, dans nos grandes agglomérations, oui, bon, nous sommes intellectuels, tout le monde parle le français, on est facilement manipulable, hein? Parce que ici, dans les agglomérations, nous considérons que nous soumettons nos intérêts personnels à l'intérêt général. C'est ce que nos aînés ont toujours fait. Et c'est ce qu'ils enseignent aux jeunes qui sont autour d'eux. Tant qu'eux, ils ne sont pas là, ils considèrent que tout ce qui est fait là, ça ne vaut rien. Vous parlez déjà une petite question. Vous optez pour la rupture. Vous avez dit qu'il faut changer le système. Oui. Qu'est-ce que vous proposez de façon concrète? Est-ce qu'on balaye tous les anciens? Quelles réformes concrètes vous apportez pour concrétiser cette rupture dont vous parlez, Fred Rouet? En matière d'ancienneté dont vous parlez, il faut faire une place aux anciens et leur dire, mettez la main au menton. Ceux qui sont progressistes, pas mieux. Ils ne sont pas tous conservateurs. Hein? Non, non, non. Il y en a qui sont progressistes. J'espère que vous reconnaissez que les anciens sont dans les deux camps. Ah ben oui, ils sont dans les deux camps. Non, non, je parle des deux camps. Hein. Écoutez, je ne parle pas d'un seul camp. Ah, ceux qui sont progressistes, pas mieux. Le défi, c'est la génération des années 90, 80 et 70. 25 ans, 35 ans, 45 ans, c'est ça le défi. Ceux qui sont un peu au-delà dans les années 60, les jeunes qui sont ils ont trahi, hein, ces jeunes-là des années 60 qui ont 50 ans aujourd'hui, ils ont trahi parce que ils auraient pu apporter la rupture qu'ils étaient avec, mais ils ont voulu grandir dans leur plumage. Vous comprenez un peu? Donc ils ont été à leur école. Les anciens vont partir, ils vont partir avec eux, c'est terminé. Hein? Ah ben oui. Donc, il faut faire la place aux anciens progressistes. On peut encore faire avec eux 10 ans, pas plus. J'interpelle les jeunes hein, de ma génération, je suis de la génération 80, nos jeunes frères de 90 et mes aînés de 70, mais on prend notre responsabilité. En quoi faisant? Oui, il faut qu'on s'organise. Il faut que nous allions au-delà de ce que nos anciens ont institué là. La politique par le débat ethnique, la politique par la régionalisation, la politique par l'argent, et que ce n'est plus le débat des idées. On n'accepte pas la contradiction. Quand quelqu'un dit le contraire, on dit mais lui il ne vaut rien, il est inconstant, c'est un prostitué, mais qu'est-ce qu'ils savent? Ceux qui disent ça, ils connaissent rien de la politique, ils sont en politique depuis ça. Mais j'ai l'impression que vous jetez la pierre parce que vous avez joué ce rôle-là aux côtés de Boni-Yayi. Quel rôle? Vous étiez tout le temps à défendre le chef de l'État quand un opposant réagissait, quand quelqu'un d'autre avait une opposition. Vous dites, vous étiez membre même, c'est vrai que vous avez déjà quitté ici, vous allez me situer, vous étiez même membre des Fous du Roi. Et je vous pose une question. Quand vous dites non, moi je pose des questions, vous répondez. Défendre le chef de l'État, c'est quoi? C'est défendre l'élu de la nation. Ce n'est pas un homme. Défendre le chef de l'État, c'est défendre cette nation, ce qu'elle a de meilleur, son peuple. Mais je laisse le chef de l'État et je défends un acteur politique qui se bat pour conquérir le pouvoir, qu'il vienne d'abord au pouvoir et on verra son projet de société. Donc défendre un chef d'État, c'est pas défendre un acteur politique, je suis désolé. Est-ce qu'il faut le défendre les yeux fermés? Mais quand vous dites de ne pas le défendre les yeux fermés, est-ce qu'il a brisé son serment? Une question, j'ai pas fait. Non, je ne pose pas de question. Mais est-ce qu'il a brisé son serment? C'est ce que je veux comprendre. Est-ce que le projet de société, vous voulez que je ne défende pas un chef d'État qui a été élu sur la base d'un projet de société et que les autres veulent empêcher la réalisation? Vous voulez que je ne défende pas? Vous demandez s'il a brisé son serment. Il y a Mas qui nous a envoyé, qui vous pose une question. Mais avant cela, vous avez parlé de la redistribution de la richesse. Oui. D'accord? Oui. C'est-à-dire qu'il faut distribuer la richesse. C'est ça que de l'autre côté on appelle également prospérité partagée. Oui. Pour distribuer la richesse, pour redistribuer la richesse, il faut que ces richesses-là soient bien gérées. Vous pensez que le pays est bien géré? Ah, mais ceux qui pensent le contraire, qui nous donnent la preuve du contraire. Mais pourquoi je ne pense pas? Est-ce que vous pensez que les ressources sont bien gérées? Mais quand vous me voyez dedans, écoutez, il y a un problème. Hein. Dans tous les pays, dans tous les États, il y a toujours des brebis galeuses dans tous les régimes. Et il y en aura toujours. Parce que ça, ce n'est pas une question de pouvoir d'État, c'est une question de conscience, d'éducation, de morale et d'éthique. La lutte contre la corruption, là, dont vous parlez, vous croyez que ce n'est pas un décret que ça se fait? Ah non, ce n'est pas un décret. L'homme est formaté. Il faut que l'homme ait une certaine conscience de la gestion de la chose publique. Mais vous ne pouvez pas tenir le chef de l'État responsable de toutes les fausses notes de l'orchestre. C'est dangereux. Mais il ne peut pas agir sur le cœur et la conscience des gens. Mais je l'ai vu chaque fois que il y a eu des trucs qui sont envoyés, je l'ai vu toujours prendre les dispositions. Et on dit non, il veut toujours sacrifier, il veut sacrifier les gens, parce qu'on ne dit plus la même chose que lui. Vous savez... Vous voulez esquiver la question, vous n'avez pas été longtemps. Est-ce que vous pensez que
l'État, les ressources sont bien gérées. Lorsqu'on voit les ministres tout le temps, le week-end en politique, nous organisons des marches, avec les ressources, on se pose beaucoup de questions. Vous êtes jeune, vous optez pour la rupture, est-ce que c'est bien géré? Il faut leur demander qu'ils viennent vous dire avec quelles ressources ils le font. Moi, je ne sais pas, je ne vais pas répondre à leur place. Mais le salaire, si vous faites un peu le bilan, ils ne gagnent pas. Le salaire n'atteint jamais. Vous êtes très bien renseigné, vous êtes très bien... Mais je ne connais pas... Mais écoutez, vous êtes très bien renseigné, vous êtes très bien documenté. Vous nous avez fait l'histoire de Kérékou de 72 à 90, vous semblez très bien informé. Et sur ce qui se passe en 2015, vous voyez pratiquement... Ah, vous voulez que je sais... Comment vous voulez qu'ils me disent combien ils dépensent? Non, je ne comprends pas. Non, comment pourrais-je répondre à cette question? Vous dites si les ressources qu'ils utilisent viennent de leur poche. Comment pourrais-je répondre à cette question? Dites-moi. Est-ce que je peux répondre? Qui peut répondre à cette question? Juste un insensé pourra dire non, ça ne vient pas de leur poche, c'est l'État, sans pour autant apporter les preuves. Vous avez une idée quand même, du coup, vous êtes un homme politique, vous organisez des meetings, vous savez combien ça coûte. Est-ce que leur salaire fait un peu le bilan? Alors même qu'en étant ministre, on leur interdit d'avoir en principe d'autres fonctions, autrement dit, le cumul leur est interdit. Ah, écoutez, même si les gens n'ont pas d'autres fonctions, je crois que même s'ils n'ont pas d'autres fonctions officielles, ils ont peut-être des activités. Je n'en sais rien. Moi, tout le temps, on me dit, il faut aller travailler, tout comme si bon. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils n'en savent rien. Vous comprenez un peu? En tout cas, il y a certains de nos compatriotes, visiblement des daltoniens, qui pensent qu'en réalité, c'est à eux seuls que le Tout-Puissant a donné la grâce de mener une vie à l'aise et que nous autres, nous vivons au crochet de l'État. Mais que voulez-vous? Voulez-vous aussi penser ça peut leur permettre de dormir à l'aise chez eux? On les laisse penser. Que voulez-vous? Alors, Fred Renaud, on va évoluer dans le débat. Depuis 2005, vous étiez en politique, vous n'avez pas contribué à l'avènement de Boni Yayi en 2006, vous êtes venu avec lui en 2011, donc en 2010, bien entendu. Alors, bien entendu, avant Boni Yayi, vous étiez aux côtés d'autres hommes politiques, tels que Wilfried Kérékou, également Kamarou Fassassi. Quel rôle est-ce que vous avez joué aux côtés de ces hommes politiques-là? Oh, je ne citerai pas Wilfried Kérékou, ce n'est pas un homme politique, c'est un grand frère. Vous savez, puisque vous m'envoyez un peu en arrière, dans notre recherche des voies et moyens pour atteindre notre objectif, il peut nous arriver de nous accointer avec tel ou tel. Bon, ça a été une acquaintance de quelques mois, et puis après, ça a été une acquaintance de quelques mois, et après, je crois que nous sommes allés, et chacun de nous a pris son chemin. Ça a été une acquaintance de quelques mois, et après, chacun de nous a pris son chemin. Je crois qu'à l'époque, il nourrissait l'ambition d'être candidat aux élections présidentielles, et moi candidat aux élections législatives, donc on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. À un moment donné, il a revu ses ambitions à la baisse, moi j'ai continué ma route. C'est aussi simple que ça. Alors, mais maintenant vous parlez de Kamarou Fassassi. Kamarou Fassassi, c'est un grand ami, hein, c'est un père. Je l'ai connu quand il était ministre dans le gouvernement de Kérékou, il était l'un des ministres les plus en vue. Et donc, nous avons, à un moment donné, où on a pu avoir la même vision à un moment donné, nous avions pensé ensemble qu'il pouvait être candidat de l'Union fait la nation. Et ça n'a pas marché, il n'a pas été candidat de l'Union fait la nation. Et puis bon, il s'était posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Et c'est des amis. Il a choisi la gauche, j'ai choisi la droite. Mais cette différence d'opinion à ce moment donné, ça n'a pas été plus d'1 an ou de 2 ans. Les Béninois qui ne savent rien, ils en parlent tout le temps, ils ne connaissent pas la politique. Ils ne savent rien. Qu'est-ce qu'ils savent? Et quand ils disent, il est instable, écoutez, frère, peut-être qu'ils se basent sur les actes, sur les faits pour avancer. Mais c'est quand même ces compatriotes qui vont voter. Mais pourquoi ils jugent? Vous jetez la pierre peut-être à vos futurs électeurs. Mais pourquoi ils jugent? On ne juge pas ce qu'on voit. Et ce qu'on voit est infiniment plus petit que ce qu'on ne voit pas. C'est comme l'iceberg, la face visible n'est rien aux côtés de ce qui est enfoui, ils ne savent rien. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Et ils parlent à longueur de temps et ils sont heureux d'en parler. C'est-à-dire, à la limite, je pense ça comme un mal, parce qu'on ne peut pas être heureux de végéter dans l'ignorance. Vous dites quelque chose, on vous dit ce n'est pas ça, mais vous dites jamais c'est ça. Mais que vous voulez qu'on vous réponde quoi à nos compatriotes? C'est ça l'instabilité? Non. L'instabilité ne se mesure pas avec les hommes avec lesquels nous sommes accointés, mais par rapport à l'idée, à la vision première. Mais on ne peut y arriver seul. Mais
quand un jeune n'a pas 40 ans, il ne peut qu'à un moment donné s'accompter avec ceux qui ont 40 ans, parce que la Constitution dit il faut avoir 40 ans, mais on ne peut régler aucun problème, véritablement régler, tant qu'on n'a pas le pouvoir d'État. Parce que seul le pouvoir d'État définit les bases et l'orientation pour régler les problèmes. Tout ce que nous faisons avant, c'est de manière sectorielle. Et donc, si vous êtes vraiment un véritable acteur politique, vous devez toujours vous préoccuper de celui qui va diriger votre nation et chercher à vous accompter avec des hommes que vous jugez des hommes de valeur pour qu'ils dirigent votre nation. On ne peut pas m'en vouloir d'avoir été avec lui. Il a des idées. Jusqu'à aujourd'hui, on se voit en échange. Il me dit son avis sur la situation. Il me dit son avis, je lui dis le mien. Mais ça fait quoi? Alors, nous allons encore progresser rapidement parce qu'on a maintenant moins d'une demi-heure. Ah non, ça passe vite comme ça? Bien sûr. Donc, vous me corrigez si ce que je dis est faux. Depuis le début de cette émission, vous avez défendu Boni Yayi, vous avez défendu le projet de la révision de la Constitution tel que voulu par les FCBE. Vous avez apprécié également les multiples efforts allant dans le sens de la résorption du chômage, les initiatives prises par le gouvernement. Vous estimez qu'il est normal que Boni Yayi soit sur le terrain, soit, je dis en griffe, en campagne pratiquement tout le temps, et tout cela est carrément contraire à ce que dit l'AND. Et ça m'amène à vous poser la question, où est-ce que vous êtes exactement? Ah non, mais il faut, il faut pas relativiser les choses comme ça. Et attendez. Vous dites ce que dit l'AND. Et que dit l'AND? Je ne sais pas ce que dit l'AND. Vous êtes de l'AND, vous devez pouvoir savoir ce que dit l'AND. Ah non, je n'en sais rien. Je sais que l'AND est de la majorité présidentielle plurielle. Déclaration du 31 mai 2014. Une autre manière de pouvoir diriger le pays. C'est-à-dire que le parti, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, n'apprécie pas forcément ce que la gestion du pouvoir. Il veut apporter sa nouvelle touche. On vous a forcément vu aux côtés de ce parti. Est-ce que c'est une dichotomie Ah non, je fais partie aussi de ceux qui parlent du Bénin nouveau depuis le 19 juillet. Et donc si je parle du Bénin nouveau, c'est que j'entends qu'il y ait une autre manière de faire les choses. Ah mais attention, mais là où l'AND et moi, on ne s'entend pas toujours. Mais il faut accepter qu'aussi dans les ensembles, il y a des contradictions. Hein. Il y a des contradictions. Et c'est ça qui fait c'est ça qui fait en réalité l'essence même de la démocratie. Est-ce que cette contradiction dont vous parlez, ce que vous dites là, est-ce que ça a fait l'objet d'une discussion au sein de l'AND? Ah ben oui, nous en avions parlé à un moment donné, et j'en parle tout le temps avec le président Goudé. Mais écoutez, le président Goudé est un acteur politique. Quand vous le voyez agir, pourquoi les gens interprètent ces choses comme les profanes? Mais quand il prend une position, il y a toujours forcément une raison à telle position. Quand j'en prends une, il y a une raison à cette position. De quoi s'agit-il? Pour résumer, vous avez un verre d'eau là, là, vous avez un verre d'eau qui est rempli et à un certain niveau. Soit vous le voulez, vous le voyez à moitié rempli, soit vous le voyez à moitié vide. Pourtant, c'est le même verre d'eau. Quand vous dites, ça dépend de comment vous appréciez. Si vous êtes négatif, vous le voyez à moitié vide. Si vous êtes positif, vous le voyez à moitié. Mais dans cette manière d'apprécier, c'est bon pour un camp et c'est contre un autre. C'est très simple. Quelle est la contradiction aujourd'hui avec vous au niveau de l'AND? Qu'est-ce qui... La contradiction, c'est que nous n'avons pas le même regard sur la gestion du président Boni Yayi. Vous l'appréciez, les autres? Non, moi je pense que il faut beaucoup plus saluer la volonté et les efforts qui sont faits. Et quand on parle des difficultés et des échecs qui font qu'on n'atteint pas les résultats toujours escomptés, il faut situer les responsabilités. La difficulté fondamentale, je viens de le dire, c'est que je ne pense pas que le chef de l'État puisse être tenu responsable de toutes les fausses notes de l'orchestre. Mais l'AND n'a jamais dit que c'est lui qui est responsable de tout. Mais l'AND tend à le responsabiliser pour tout. Mais en réalité, à part ça, quelle est la différence entre nous? Il n'y a aucune différence. Puisque nous nous sommes dit que nous irons aux élections ensemble. Et c'est sur cette base que nous nous sommes mis ensemble. Le contrat ne parlons pas encore. Non, mais pardon. Oui, le contrat est toujours formel entre vous et l'AND. Il y aura alliance entre l'AND et le FPR. Ah bien sûr, sur les élections communales et locales. C'était ça. Vous dites que vous avez décidé d'aller aux élections ensemble avec l'alliance AND, mais vous êtes pratiquement le seul, je peux vous appeler leader, ou le seul homme politique au sein de l'AND qui tient ses meetings et ses rencontres avec les jeunes ou avec ses militants, à part tous les autres évoluent ensemble. Ah oui, parce que nous n'avions pas parlé des législatives, nous avions discuté
les élections communales et locales. Okay. Hein? Vous savez, l'Inde est une alliance, chacun sait comment il y est entré, chacun connaît la base sur laquelle il y entre. Okay. Mais nos compatriotes, il faut qu'ils élèvent le débat. Ceux qui se sont trouvés des compétences de politologues pour analyser, il faut qu'ils élèvent un peu le débat et qu'ils sachent que l'activité politique, ce n'est pas ce que les gens pensent là. S'il y a des contraintes, il y a des codes. Et donc les gens, il faut qu'ils comprennent ça pour pouvoir décoder ce qui se fait. Mais c'est trop facile de dire ceci est blanc, ceci est noir, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils n'en savent rien. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais quand les jeunes se mettent avec les aînés, quand ça cloche, pourquoi on dit toujours que c'est eux? Vous dites que ceux qui commandent, ceux qui supputent ne maîtrisent pratiquement rien. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé concernant vos prises de position actuelles par rapport à l'AND. L'honorable Roulé, au cours d'un meeting à Zé, disait, devant micros et caméras, qu'il a reçu des pressions de la part du chef de l'État quand il a mis en place l'Alliance, et il paraît que vous avez reçu également ces mêmes pressions. Est-ce que vous confirmez? Moi, non. Quand même. Il vous rappelle juste les propos de cet compatriote à vous. Je ne suis pas manipulable. Dans tous les cas, on le sait. Aucune pression. Oh, je suis un homme libre. Je suis allé soutenir le président Boni Yayi étant un homme de conviction. Et donc, je le soutiens encore. Mais vous croyez que c'est... si je suis devenu à l'AND, c'est parce que je n'ai jamais été FCME. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas voir autre chose. Ceux qui disent qu'il était FCME, non, mais ils ne savent rien. Je n'ai jamais été, jamais. Je n'ai jamais été. Et dans le cadre de ce que nous sommes en train de lutter contre la balkanisation de la classe politique, qui en réalité a des conséquences négatives sur notre peuple, il faut se mettre dans les grands ensembles. Et il faut toujours se mettre dans les grands ensembles. Et c'est pour ça que nous sommes allés à l'AND. Maintenant, le fait que je sois allé à l'AND ne fait pas de moi un pantin du président Roulé, non plus. Ah non, il a cette position, je l'ai mienne. Nous discutons au CNM, je ne dirais pas qu'on discute d'égal à égal. Mais en matière de gestion du pays, ma voix ne compte pas moins que sa voix. Et quand nous devons discuter de ce qui se passe dans notre pays, il a ses idées. C'est parce que vous parlez ainsi que je vais vous poser cette question. Vous avez dit que vous n'êtes pas manipulable, vous êtes un homme libre. Beaucoup de questions allaient également dans ce sens-là concernant une de vos déclarations il y a quelques années à propos d'Adrien Oumbédi, je crois. À propos d'Adrien Oumbédi, c'est vrai que vous avez déjà demandé pardon par rapport à ce que vous avez dit. En principe, on ne doit même plus revenir sur ça. Mais vous dites que vous n'êtes pas un homme manipulable, vous n'êtes pas un homme libre. Est-ce que vous étiez libre quand vous faisiez cette déclaration? Attention. Là, nous étions dans un groupe et j'ai été porte-parole d'une analyse qu'un groupe a faite sur la situation de notre pays et sur le passé de certains de nos aînés politiques. Qui était contraire à vos convictions? L'analyse n'a jamais été contraire à mes convictions. Je pense fondamentalement que le rôle de tout jeune homme politique, c'est d'indexer les aînés sur ce qu'ils ont fait pour mieux connaître le passé afin d'édifier le présent et l'avenir. Et non, l'analyse n'a jamais été contraire. Sinon, je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit, vous savez, c'est facile de dire, il a pris de l'argent, il a dit, les gens disent tout le temps, j'entends ça, ça ne me dit rien. Mais les acteurs là qui sont en face, là, ils savent à qui ils ont affaire. Non, sinon je ne l'aurais jamais dit. C'est une fausse histoire. Mais les excuses que j'ai présentées, moi, je ne comprends pas dans quel contexte ça s'est fait. Expliquez rapidement. Écoutez, nous n'avons plus assez de temps. Expliquez rapidement. On m'a étaté un procès, j'ai gagné. Et 2 jours après, le procès était sur une émission sur la télévision privée. On m'a dit, présentez les excuses quand même si vous avez gagné, pour la forme, c'est pas bien. J'ai présenté les excuses. Mais quand nous étions le 19 juillet, les amis et moi, venus de tous les départements du pays, à la journée de réflexion des amis de fait pour nous, les gens disent, monsieur le président, tout le temps, camarade, mais les gens disent, tu as injurié les aînés, nous comprenons, mais ils ne comprennent jamais. Et c'est un disque rayé, mais ils s'accrochent à ça tout le temps. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut présenter les excuses pour qu'on finisse cette page. Et je l'ai fait. Spontanément, c'était un acte moral et éthique. Mais la classe politique, là, de tous les cas, les mouvements disent, il va à l'opposition. Les opposants disent, il n'est pas encore tout à fait venu, il attend. Ils peuvent attendre longtemps, ils ne me verront pas.
Vous vous offusquez de voir les gens vous critiquer, mal apprécier ce que vous avez dit, mais Kani Dazané avait déjà dit un homme politique ne doit pas refuser les critiques, mais c'est comme si vous êtes embarrassé, là peut-être il faut raccrocher en politique, parce que dès que vous êtes dans l'action, je ne refuse pas les critiques, je veux qu'elles soient objectives. Mais c'est quand même, tout à l'heure vous avez évoqué les fous du roi, et vous dites les gens en parlent, mais ceux qui en parlent, à la limite je me demande, sont-ils ignorants de ce que c'est que l'expression fou du roi, ou bien ils le font de mauvaise foi? Peut-être qu'un jour quelqu'un pourra me dire, mais un fou du roi c'est quoi? C'est pas un fou qui est à Diaco, c'est pas quelqu'un qui a perdu la raison, c'est une expression. Et nos compatriotes s'en donnent encore et disent, oh c'est les gens de Diaco, ils ne connaissent rien. Mais ils sont ignorants, ils ne connaissent pas le français, ils n'ont pas étudié l'histoire. Ou soit ils le font de mauvaise foi. Comment le font-ils, vous? Il faut m'aider à situer. Ils en pensent quoi quand on dit quelqu'un est fou du roi? C'est comme la dernière fois j'ai vu un monsieur qui m'a dit, mais vous êtes les fous du roi, et l'autre il est les jeunes turcs. Est-ce qu'il n'a jamais été en Turquie? J'ai dit mais ce jeune turc là, c'est pas quelqu'un qui est allé en Turquie. C'est une expression qui signifie les jeunes téméraires de la République. Et ce sont ces jeunes qui ont agi au temps de la Révolution française lors de la prise de la Bastille en 1769. Il dit, ah bon? J'ai dit oui, c'est pas ça, c'est pas que nous sommes des gens qui ont perdu la raison. Alors, peut-être vos multiples explications pour édifier davantage vos compatriotes. Est-ce que vous comptez aller aux élections législatives, le FPR? Oui, nous sommes en train de travailler sur ça. Vous savez, aller aux élections, ça implique beaucoup de choses. C'est vrai que les camarades à la base demandent, pas seulement dans la 6e, bon, tous les regards sont focalisés sur moi, mais dans la 6e, dans la 16e, dans la 15e et même dans la 5e, il y a 4 circonscriptions que nous sommes en train de viser et nous sommes en train de travailler. Moi, j'ai dit aux camarades, écoutez, allons sur le terrain, travaillons. Et moi, j'apprécie, chaque jour, je suis avec eux. Chaque week-end, je suis avec eux. Même hier, j'y étais. Et cet après-midi encore, je serai avec eux. Vous venez de citer 4 circonscriptions électorales. Vous allez travailler dans 4 circonscriptions. Je ne sais pas les moyens dont vous disposez. Mais qui sont ceux qui sont avec vous? Vous parlez de quoi? De qui? Qui sont ceux qui sont avec vous? Est-ce qu'il y a militants? Bien sûr. Nous avons des jeunes, nous avons des femmes, nous avons même des plus âgés qui sont avec nous. Parce que nous sommes en train de leur proposer notre contrat social. Il est temps que notre Assemblée nationale puisse jouer véritablement son rôle. Il est temps que les députés de Ninois jusqu'à aujourd'hui, toutes tendances confondues, ne se préoccupent jamais du renouvellement de leur mandat. Ils se préoccupent beaucoup plus de ce que le mandat leur apporte. Ah non, et donc par conséquent, s'ils se préoccupent du renouvellement des mandats, ils vont se préoccuper de l'état des populations qui les envoient là-bas. Et donc savoir où se situent et luttent ceux qui défendent les intérêts du peuple et les accompagner. Mais les gens se préoccupent beaucoup plus de j'ai un mandat de 4 ans, qu'est-ce que ça m'apporte? Et donc il faut que cet état de choses change. Et c'est ce que nous avions proposé. D'ailleurs, on demande quelle est votre vision, mais ils ne savent rien. Nous sommes en train de proposer aux populations une vision très puissante et positive pour l'avenir. Ce que nous avons dénommé aller vers le Bénin nouveau à travers la rupture. Et nous y sommes, nous sommes en train de travailler aller également vers le Bénin nouveau comme la FCBE hier. Mais je suis dans le Bénin nouveau avant la FCBE. Je suis là-dedans depuis le 19 juillet. Moi, j'ai déjà dit le Bénin nouveau est possible. Et je suis en train de travailler pour ça. Donc, maintenant, s'ils disent le Bénin nouveau, c'est bien, nous sommes dans la même logique. Ah, eux, ils ont un chef qu'ils ont porté à la tête du pays. Nous sommes venus après soutenir le chef et nous soutenons le chef. Je ne suis pas à la mouvance présidentielle parce que je suis FCBE, je ne suis pas FCBE. Je suis à la mouvance présidentielle parce que je soutiens les actions du président Lève-Lui. Je pense qu'il a une vision claire et puissante pour l'avenir du pays. La seule difficulté que j'ai, c'est que je pense que maintenant qu'il y a eu congrès et que il y a une nouvelle orientation, je souhaite vraiment que les contradictions internes se taisent et qu'on ne voit plus aux autres qui n'étaient pas FCBE depuis 2007, des gens comme moi, et qui sont venus après, des adversaires dans la course au pouvoir, mais des partenaires dans la course au progrès, puisque c'est ce que le président fait pour le pays. Et c'est pour ça que nous le soutenons. Et je souhaite que, finalement, parce que la vision du président, elle est puissante, elle est positive, mais il faut qu'elle soit partagée par l'ensemble du corps social et mise en œuvre de façon cohérente. Et qui doit faire ça? Lui dirige l'État, il dirige pas un parti politique. C'est son parti qui doit se développer et le faire. Moi, j'ai toujours eu l'impression jusque-là que les gens à l'intérieur de ce parti sont beaucoup plus préoccupés des positionnements et qui en réalité ne soutiennent vraiment pas le président dans sa vision. Bon, maintenant, je crois que bon, comme ce congrès est venu, mon souhait, puisque j'ai appris que
Ils veulent conserver le pouvoir pour les 100 prochaines années à venir. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Aux États-Unis, il y a des partis qui vous pensez que dans une démocratie, c'est possible? Ah non, aux États-Unis, il n'y a pas besoin de démocratie. Il y a des partis qui sont vieux de 100 ans. Le Parti démocrate et le Parti républicain. Des partis vieux de 100 ans, mais qui ne conservent pas le pouvoir à 100 ans d'affaires. Ah, mais qui décide de conserver le pouvoir? Ils veulent toujours conserver le pouvoir. C'est le peuple américain là-bas qui décide. Entre démocrates et républicains, il y a toujours eu d'alternance. Oui, mais l'alternance ne se décide pas dans les partis politiques. C'est le peuple qui décide. Mais les autres aussi n'ont qu'à s'organiser. Nous aussi, nous voulons vivre pendant 100 ans. Et donc, à partir de cette façon, proposer à chaque élection une alternative crédible. Mais c'est une alliance ici, c'est pas un parti politique. Ah, mais c'est une alliance qui ambitionne conserver le pouvoir. Vous ne savez pas, dans leur programme, ils ont envie de devenir parti politique. Ce que je leur souhaite du fond de mon cœur. Vous avez dit, vous travaillez dans la 15e, 5e, 6e. Quelle est votre circonscription de prédilection aujourd'hui? Parce qu'on sait également... vous répondez d'abord à la question. Moi-même, je serai dans la 6e si je dois être candidat. C'est pas encore décidé? Non, ce n'est pas encore décidé. Ça ne se décide pas comme ça. Ça se décide lorsqu'on est conscient qu'on va gagner. Ça, on ne va pas échouer. Ça se décide lorsque les jeunes, les mamans et les hommes et les doyens ont promis de travailler et ils le font. Hein? Nous avons reçu hier des camarades, des jeunes de la plupart des églises christianistes, célestes et évangéliques de la zone. Nous sommes en train de discuter avec eux. Je quitte votre plateau, je vais encore pour des échanges avec eux. Mais il faut que nous voyions d'abord que c'est possible, parce que nous avons des adversaires redoutables. Hein? Oui. Ah, c'est des rouleaux compresseurs. C'est des rouleaux compresseurs, non, mais c'est pas sur les idées. Hein? Oui. Non, c'est sur l'argent. Ils ont l'argent, ils ont beaucoup d'argent, ces gens-là. Hein? Ben, ils sont restés dans les arcanes, ils ont tout le temps monnayé leur position politique, quel que soit le camp. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Et puis bon, ils sont encore, oh, nous sommes les gens de telle ethnie, nous sommes des frères. Ils montent tout le temps aux populations. Mais rien ne s'arrange. Donc nous on va sur les idées et forcément on est conscient de notre handicap, mais je crois que j'ai dit aux jeunes, cette candidature de Fred Fonu qui est annoncée, c'est pour montrer à tous les jeunes de tous les camps que c'est possible. Alors moi je n'ai pas attendu d'être investi par les FCB ou par la MD avant de dire que je vais être candidat. Il faut que les jeunes se décident, parce que aucun positionnement des jeunes, dites-vous, ne sera... il faut arracher ça. Ceux qui croisent les bras et on veut les positionner pour qu'ils mobilisent les jeunes, pour que les autres passent pour aller à l'Assemblée. Non, il faut finir avec ça. Hein. Fred Fonu, vous parlez des jeunes, vous parlez des femmes, des vieux également, des doyens. Vous avez, à vous entendre, c'est à quoi que... Enfin, vous avez votre base, vous avez vos militants. Ça m'amène à vous poser une question, même si je dois repartir un tout petit peu en arrière. La question a été envoyée également tout à l'heure par un téléspectateur. Est-ce qu'avec cette base-là, vous avez échangé sur le projet de révision de la Constitution avant de tenir les propos que vous avez tenus ce matin? Ah, mais j'ai fait ça depuis 10 ans. J'échange avec eux tout le temps. Ils sont convaincus d'une chose. Mais je veux que ceux qui sont contre la révision, qu'ils viennent pour qu'on en débatte. J'ai dit que ce que les FCBE ont proposé, là, je me suis déjà prononcé sur ça, c'est un début. Je souhaite que le Tout-Puissant nous fasse grâce. Qu'on révise ou qu'on ne révise pas, la vie de personne s'arrêtera. Mais dans 15 ans, dans 20 ans, je serai sur votre plateau si le Tout-Puissant nous fait grâce. Et je vous dirai, rien n'a changé dans le pays. Parce que nos aînés politiques vont se cacher toujours derrière leurs intérêts politiques, bassement matériels, derrière leurs calculs pour dire empêcher la révision de la Constitution. Là où le débat se pose. On ne veut pas qu'un chef d'État fasse au-delà de 2 mandats. Je suis d'accord, pas un problème. Mais en même temps, on dit si on révise la Constitution pour que le peuple puisse avoir la paix. Parce que la révision de la Constitution va nous donner de nouvelles orientations sur la redistribution de la richesse. Le peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est qui? Ce sont les enfants, les jeunes, les femmes, les artisans, les ouvriers, les paysans, les fonctionnaires salariés. Ils sont les couches les plus vulnérables. La classe politique, toute tendance confondue, est là-bas, 10%. Et c'est eux, c'est le jeu des chaises militaires. Les uns veulent rester au-dessus de l'arbre. Les seuls dispensateurs attitrés de marché d'État. Vous tirez tout le temps sur cette classe politique. Parce qu'elle est responsable de la situation du pays. Beaucoup estiment que ces aînés avaient la bouche également mielleuse, comme vous, et quand une fois portés aux affaires... ah oui, c'est vrai, il n'y en a pas mieux qui ont été directeurs de campagne adjoints du président, et ils ont été ministres, mais rien n'a changé. Oui, c'est dire que vous pourrez prendre également leur pli.
Ah non, 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 c'est faux. Parce que nous, nous sommes des nés, et ils sont plus intelligents que nous, ils le disent. Tant même nous sommes des nés, nous sommes juchés sur les épaules de gens, nous voyons plus loin qu'eux. Parce qu'on les a vus passer. On ne peut pas copier leurs erreurs. Du moins, ils veulent bien faire croire aux autres qu'ils sont meilleurs que nous sommes des vendus, des prostituées. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont cru pendant longtemps que la conviction se mesure à leur acquaintance avec un homme. Mais non, sur la route, nous prenons la main, ou c'est quelqu'un prend notre main et nous faisons un bout de chemin ensemble. Le chemin, de toutes les manières, on va le terminer, seul. En attendant de savoir si avec la FCB vous avez déjà des contacts peut-être, dans la zone on sait qu'il y a Claudine Prudesio, Valentin Dianoté dans la 6e circonscription. Est-ce que vous êtes conscient que la bataille sera rude? Les forces ne s'équivalent pas, vous l'avez dit. Est-ce que vous partez avec la conviction d'être député? La bataille sera même très facile, pas du tout rude, parce qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent et que moi je vais demander aux populations qui justifient leurs sous, comme vous l'aviez dit. Moi, je n'ai rien dirigé, hein. Moi, j'ai rien dirigé. On ne peut pas me tasser d'être un corrompu. Et donc, on peut fouiller hein, dans mon truc là. Est-ce que vous voulez dire indirectement que vos challengers pourraient leur plaquer l'étiquette de corrompu? Ah non, je n'ai pas dit ça. Mais puisqu'ils vont dépenser de l'argent, si c'est aller vers les populations, moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et si j'étais à la solde d'un camp ou l'autre, vous savez, je ne serais pas déclaré éternel, je serais là, hein, pour qu'on me donne quelque chose. Non, 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 je serais pas. Ah non, non, je serais... Non, non. On attend de voir. Il y a une discussion avec la FCBE, le chef de l'État, est-ce que depuis que vous sortez, il vous a appelé peut-être pour dire, voilà, un jeune que... Puisqu'il dit qu'il veut bien faire aussi la promotion des jeunes. Et avant ça, justement, pourquoi est-ce que vous n'étiez pas au Congrès hier? Ah non, je ne suis pas allé au Congrès, d'abord parce que depuis le début, je n'étais pas FCBE. Vous avez été invité, non? Oui, bon, j'ai été appelé, mais bon, je devais être dans une séance avec des jeunes de Calavi, donc je n'y étais pas. Mais pourquoi aller m'asseoir avec des gens où la plupart d'entre eux ne m'apprécient pas beaucoup, ils ont toujours en moi. Vous n'êtes pas apprécié? Ah non, non, non. Par la FCBE? Ah ben non, il y en a plusieurs qui trouvent en moi un adversaire pour tout le temps, hein, tout le temps. Ça n'a jamais changé. Quoique je leur cause jamais de problème. Vous savez, moi je ne vais jamais détruire les gens, hein, rien. Je ne dis jamais rien, mais ils le font tout le temps, à longueur de temps. Bon, alors, j'irai faire pour tu es venu, ils vont me sourire alors qu'au fond de leur cœur, je ne suis pas dans ces conneries-là. Je ne crois pas en ces trucs-là. Je crois que je militerai dans un parti où on m'accepte mes convictions, mes idées. Mais pas dans un parti où... Non, non, non. Ce qui nous unit, c'est le président Boniaï. Le président sait qu'il peut compter sur moi. 24 heures sur 24, sur tous les combats qu'il mène pour le développement du pays, je serai à ses côtés. Mais jamais au sein des FCBE. Et la question de Landry, est-ce que les FCBE vous ont approché? Pourquoi? Pour les législatives déjà? Oh non, ils ne m'approcheront pas. Parce que s'ils m'approchent, il va falloir quand même qu'on parle de compétences, qu'on parle d'engagement. Donc l'option FCBE est définitivement écartée. Dans quel sens? Dans le sens que je marche avec les FCBE? Bien sûr. Non, pourquoi je vais avec eux? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vise quoi là? C'est quelle finalité? Alors vous savez, dans la 6e, les forces que le pôle Bénin Émergent ont une assise, et si le chef de l'État disait aujourd'hui, faites renom, je décide de vous apporter mon soutien, est-ce que ce sera pas non, le président de la République n'est pas le président de la FCBE seul, c'est différent. Il est le président c'est une alliance. Oui, il est le président de tous les Béninois. Et il est le président aussi, il est aussi le leader charismatique de tous ceux qui soutiennent ses actions, des gens comme moi. Alors si le président estime que il faut qu'il me pousse, il n'y a pas de problème, il me poussera. Moi je ne refuse pas. Mais si le président estime qu'il ne faut pas qu'il me pousse, ce n'est pas un problème. Je vais me pousser moi-même. Alors, vous avez, je l'ai dit tantôt, tout le temps parlé de l'ancienne classe politique, vous avez tout le temps tiré sur cette classe politique-là, justement. Aujourd'hui... Oh, j'ai pas tiré sur eux, j'ai juste dit le regard que j'ai sur eux, j'ai pas tiré sur eux, c'est eux qui tirent sur moi. Hein. Comment est-ce que vous appréciez alors aujourd'hui le rôle que joue l'opposition? L'opposition fait quoi? Je ne sais pas, vous dites l'heure, je ne sais pas ce qu'il faut. Elle ne fait rien selon vous. On a vu quand même des sorties, l'Union fait la nation sur des sujets, elle s'est souvent prononcée. Elle ne fait rien pour vous dans la République? Elle donne ses idées, c'est bien. Si elle donne ses idées, c'est en direction de qui? En direction des populations, non? Le moment des élections, les populations feront le choix entre les idées et les actions du président Boniaï ou d'autres personnes.
Donc, moi, je ne sais pas ce qu'elle fait, l'opposition. L'opposition ne m'a jamais invité pour me dire, avec des actifs, pour me dire voilà ce que nous pensons. À ceux avec qui j'ai été là, ils sont des opposants, vous pensez? Ils sont quoi? Oui. Ils sont quoi? Ils sont dans l'Union fait la nation qui est quand même comme qui est dedans. On veut parler de... Si vous voyez mon cursus et ceux avec qui j'ai été, vous comprendrez que comment on appelle ma distance avec ce qu'on appelle l'opposition, c'est pas du temps du président Boni Yaye, c'est depuis longtemps. Mais au moment où moi je suis allé avec le président Kérékou, eux ils n'étaient plus dans le sillage, j'étais contre lui. Ensuite on m'a dit, on t'a vu avec Camaro Fassassi, mais il n'était pas avec eux non plus. Ensuite on me dit, on t'a vu avec Aditi Oudé Valentin. Mais si j'avais voulu aller à l'opposition, je serais allé à l'Union fait la Nation, à l'Alliance ABT, à d'autres groupes. Mais pourquoi je vais que c'était même possible à un moment donné? Oui, mais pourquoi je vais toujours là-bas? Bon, ils vous diront qu'ils n'ont pas besoin de moi là-bas. Hein. Il ne faut pas dire ça pour que notre débat commence encore dès demain lundi. Ils diront non, on n'a pas besoin de lui. Mais vous dites que vous ne voyez pas ce que fait l'opposition. L'opposition elle-même dit qu'elle est moins visible parce qu'elle n'a pas les moyens et que ce sont les FCBE qui utilisent les moyens. Ils ont déjà dépensé tout ce qu'ils avaient eu avant, ils ont fini ça. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. Vous savez qu'ils ont... Ah mais ils sont restés aux affaires. Vous dites maintenant que vous ne savez pas où est de l'argent pour faire le meeting. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que je ne sais pas si les ministres puissent dans les caisses de l'État plus que les gens disent. Mais comment je peux savoir ça? Mais j'ai dit, quand ils étaient restés aux affaires, et ce qu'ils ont ramassé, ils ont déjà fini. Mais il faut qu'ils sachent, hein, mais nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Hein. Vous êtes restés aux affaires, vous avez fait la pluie, le beau temps, mais nous résumiez, vous restez à l'opposition, vous n'allez pas vous plaindre tout le temps de ne pas avoir les moyens. Mais ils se plaignent de quoi? Ils n'avaient qu'à s'arranger pour ne pas perdre le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas gagné. La population ont fait un nouveau contrat social, ils ont demandé une nouvelle manière de faire de la politique et c'est ce que le président Boni apporte. Bon an, mal an, il essaie d'apporter. Mais la difficulté du président Boni, c'est que ceux-là sont encore là, ils sont pas au repos. Donc en même temps qu'ils travaillent, ils ne laissent pas le temps, ils nous mettent tout le temps les bâtons dans la roue. Mais c'est aussi ça un peu la politique. Comme je vous l'ai dit, appréciez le verre qui est rempli. Vous le voyez à moitié vide, sachez que vous vous apportez de l'eau dans un camp. Vous le voyez à moitié plein, vous apportez de l'eau dans un autre camp. C'est de bonne guerre. Mais dites-vous, au moment où on disait il a été critique dans ce pays avec le président Boni Yaye, il a été critique, oui, mais j'ai été critique. Mais j'étais pas avec eux. On n'était pas critiques de la même manière. Eux, c'est le je vais viser à la place du visi. Au toit de là pour que je m'y mette. Donc ils critiquent. Tout ce que le monsieur fait est mauvais. Pour que le peuple, la population puisse leur faire confiance. Mais moi, c'est pas ça. Je ne veux pas être président à la place du président de la République. On ne va pas maintenant. Donc, à partir de cet instant, mais quand je critique, c'est pour dire, monsieur le président, il y a des gens que vous avez laissés en rade ici. Hein. Il y a des jeunes que vous avez laissés en rade, il faut tenir compte d'eux. Donc, par conséquent, qu'ils ne s'étonnent pas de ce que si on me tend la main pour dire, viens contribuer alors que j'y aille. Pourquoi ils s'étonnent de ça? Ils veulent que je sois là et dans mon coin à apporter de l'eau à leur moulin. On a quel contrat, eux et moi? On n'a pas de contrat. Frère, pour nous, vous dites l'opposition ne vous aime pas, beaucoup de gens dans la FCB aussi ne vous apprécient pas. Qui vous aime finalement dans la République? Ah, ceux qui sont les enfants de la lumière m'aiment bien. C'est qui ces enfants? Parce qu'ils aiment la vérité. Les autres ne préfèrent pas la vérité. Vous savez, mes œuvres, ils n'aiment pas mes œuvres. Parce que, dans tous les cas, hein, ah non, je ne dis pas, non, il y a des gens dans l'opposition qui sont des gens qui ont la tête pleine, hein, qui sont bien formés et qui ont une conscience, hein, qui s'ils étaient vraiment au premier plan dans l'opposition, on aurait une autre opposition, hein, mais c'est parce qu'ils sont là-bas, hein, ils sont mis sous boisson, comme il y a des gens dans la FCBE aussi, et qui sont pires que des opposants. Hein. Ah non, ils ne croient pas à ce que le président fait. Hein. Non, eux, pour eux, bon, ça dit la plupart de ceux-là n'étaient pas politiques hier. Hein, donc ils ont trouvé une passion politique avec l'arrivée du président dont leur problème c'est d'amasser. Ils ont même pressé qu'il s'en aille, hein, parce que après son débat ils vont pouvoir dépenser ce qu'ils ont amassé. Vous ne dénoncez pas ces personnes au président de la République? Ah non, parce que je ne suis pas là pour ça.
Frère Renouya, rapidement, pour finir, parce que le temps est pratiquement, on a pratiquement fini cette émission. Il y a un téléspectateur qui, par rapport à vos multiples retournements de veste, que vous changez. Ne dites plus retournement. Donc il dit quand même que vous changez tout le temps de position. Vous disiez à Mathieu Kérékou, vous avez fait un peu, avant même de le rejoindre, vous étiez contre lui, mais vous avez fait... il dit que j'étais contre lui. Vous avez fait... Non, je ne parle pas de Mathieu Kérékou, Boni Yahi, vous êtes en train de faire maintenant Boni Yahi, vous serez peut-être là encore après 2016, aux côtés peut-être d'un autre président. Ça ne devrait pas le gêner, ça. Le téléspectateur veut savoir si vous voulez, si vous avez vocation à devenir le Amos Elegbe jeune. Amos Elegbe, il est comment? Parce qu'on l'appelle l'homme de tous les régimes. Ah, mais s'il a de la compétence, c'est que tous les régimes le sollicitent. Vous voulez quoi? Ah non, moi j'ai commencé à 22 ans, j'en ai 32. Et donc j'ai encore, si le Tout-Puissant me fait grâce, 20 belles années devant moi. Donc forcément, les présidents qui viendront, ils devront compter avec moi. Surtout qu'en juin prochain, je formalise mon parti politique. Mais quand il y a des retournements de veste, oh, mais ils ont des expressions bizarres, ils ne comprennent rien, quoi. C'est terrible, des expressions bizarres. Retournement de veste, qu'est-ce qu'ils appellent comme ça? Et quand il y a des retournements de veste, qu'est-ce qu'ils appellent retournement de veste? Hein? Parce qu'ils disent j'étais avec tel hier, mais j'étais avec tel hier, on a fait un bout de chemin, qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais quand on s'arrête à un carrefour, on continue. Ça sera ainsi. Pour le parcours de tous ces leaders, la zone politique qu'ils déifient là, a toujours été ainsi, ça ne changera pas. On fait un bout de chemin avec quelqu'un ensemble, on a des acquis, on tire les conséquences et les leçons et on continue la route. Ils veulent quoi? Parce qu'ils sont contre le président, ils veulent que je sois contre le président. Hein? C'est-à-dire dans ce pays, c'est terrible, hein? Ah mais c'est terrible, hein? Le compatriote là, tout le monde est politologue, hein? Et tout le monde dit que... On va conclure. L'affaire Chabisika, Léon Bazila Rossi, bon, le présumé assassin d'Aïva aussi qui s'évade. Juste un mot rapidement sur ces deux sujets. Ah non, mais l'affaire Chabisika, moi j'ai suivi à la télé comme tout le monde. D'autres s'accusent et d'autres s'accusent à nouveau. Donc moi je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Sinon, ce sera de la supputation et des suspicions. Je ne pourrais rien vous dire de consistant. Mais j'aime bien une formule. Ceux qui dénoncent, il faut qu'ils cherchent à être aussi un peu propres aussi. Mais sinon la dénonciation n'est plus crédible. Ah mais c'est pas propre ceux qui dénoncent. Mais ce sont nos aînés. Oh, quand vous savez, nos aînés, ils sont pas bon, de la manière. Et je ne veux pas encore rentrer dans le... on dit mais il injure les aînés, mais il est irrévérencieux. Oh, ce pays est terrible. Maintenant vous parlez de ce présumé assassin de Daïvo. Ah non mais ce dossier-là pour moi est compliqué. Hein. C'est-à-dire des gens disparaissent tout le temps. Quelqu'un a disparu, après on a retrouvé son corps, on a enfermé quelqu'un qui a disparu. Non, moi je suis là et j'observe, moi je n'ai pas disparu, je suis là. Donc moi j'attends de voir ce que ça a donné. On vous souhaite vivement que vous ne disparaissiez pas. Merci. Merci, je souhaite. Oui, allez-y. Non, je vous remercie de m'avoir recevoir dans une ambiance bon enfant pour discuter de mes 10 années d'engagement politique. Ça a été 10 ans d'apprentissage, 10 ans d'échecs, 10 ans de succès, 10 années où mes camarades et moi avons essuyé beaucoup de tirs, nous avons versé beaucoup de larmes. Nous sommes conscients que d'autres larmes viendront. Et même maintenant, nous devons marcher vers la prise en main de notre destin. Et la preuve, les grands événements qu'il y a devant nous, à savoir notre réflexion pour notre participation aux élections législatives et communales, la création de notre parti politique, tout ça rentre en ligne de compte dans ce que nous avions dit, l'édification du Bénin nouveau. J'aimerais m'adresser à mes camarades jeunes qui sont autour de moi pour dire que le combat n'est pas facile. Nous sommes dans un environnement où nous devons apprendre à accepter la contradiction et à opposer la tolérance à ceux qui cherchent à nous violenter tout le temps. Dans cette marche, il y aura parfois des tentatives de piétinement et de marche sur place, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nous nous sommes levés depuis 10 ans. La route sera longue, elle sera sinueuse, pleine de détours, mais nous y arriverons avec force, détermination et abnégation. Aux jeunes qui sont dans les autres formations politiques et qui voient à travers nous tout le temps des adversaires, je voudrais leur dire que par-delà les frontières artificielles créées par la politique, les mensonges et les délations, il nous faut nous unir pour construire les chemins de l'espérance, pour construire un avenir d'espoir et d'opportunité pour notre peuple.
Les générations présentes, montantes et futures ne peuvent accepter longtemps que nos aînés continuent de vivre à leur crédit. Alors en 2016, dans quel Bénin voudrons-nous vivre et comment devons-nous construire ce Bénin? Le Tout-Puissant vous bénisse tous dans vos maisons. À très bientôt sur le terrain. Merci. C'est un message de campagne à la limite d'un président, je ne sais, d'un député. Merci quand même, Fred Kouedou. Merci. Vous êtes le président du FPF, Fonds patriotique pour la relève. La Renaissance. Pardon. Merci d'être passé dans ce studio. Merci. Vous demandez notamment à ces jeunes qui pensent que vous avez une position alambiquée de changer de langage. Vous êtes pour la révision de la Constitution, mais pas pour toutes les options. Vous êtes ouvert à un débat, dites-vous, et vous optez notamment pour la rupture. Merci. Merci Jean-Eudes. Merci à vous de m'avoir reçu. Monsieur. Bon vent à Canal 3. Voilà, ce sera tout à dimanche prochain.